Chunk 1. Mai 2019, Kenny Rogers était mourant dans un hôpital de Géorgie. Sa famille pensait que c'était la fin. Puis, Dolly Parton est apparue avec un plan secret. Elle a fait entrer clandestinement du matériel d'enregistrement et a convaincu Kenny de chanter une dernière fois. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toutes les personnes présentes dans cette pièce. La voix de Kenny s'est brisée alors qu'il chantait des mots qui ressemblaient à une lettre d'adieu. L'hôpital a essayé de les arrêter, mais Dolly n'a pas voulu abandonner. Cet enregistrement est devenu la chanson la plus déchirante que vous n'entendrez jamais à la radio. Kenny Rogers est né le 21 août 1938 dans un petit hôpital de Houston, au Texas. Son nom complet était Kenneth Donald Rogers et il était le quatrième de 8 enfants. Sa famille vivait dans un logement exigu de 2 pièces à l'intérieur d'un projet de logement social appelé San Felipe Courts. L'argent était toujours rare. Certains soirs, le dîner se résumait à du beurre de cacahuète sur du pain. Dans les années 1940, le meilleur chèque de paie de son père était de 75 $ par semaine, ce qui couvrait à peine le loyer et la nourriture. Mais Kenny ne restait pas inactif. Il nettoyait les sols d'un magasin de chapeaux pour 9 $ par semaine. Il portait des assiettes à l'hôtel Rice. C'est ainsi qu'il a économisé 60 $ pour acheter une guitare chez Sears. Le fait d'avoir grandi pauvre lui a donné envie de plus. Et à l'âge de 17 ans, il est devenu la première personne de sa famille à terminer ses études secondaires. Des années plus tard, il s'est souvenu de ce moment à la télévision nationale. Au lycée, lui et quelques amis ont formé un groupe et se sont donné un nom audacieux, les Scholars, les érudits. C'était amusant parce qu'aucun d'entre eux n'obtenait de bonnes notes, mais ils avaient autre chose. Du rythme, du charme et de la motivation. Ils jouaient dans des bals locaux et des salles d'anciens combattants, mélangeant le doo-wop avec un peu de flair Elvis. Ils ont même enregistré une chanson intitulée « Poor Little Doggy » et ont vendu 3000 exemplaires rien qu'autour de Houston. La chanson a attiré l'attention d'une émission de télévision locale et il s'est rapidement produit dans Jivetown. À l'automne 1957, Kenny est entré dans un studio d'enregistrement à Houston et a fait une chanson intitulée « That Crazy Feeling ». Il n'avait que 19 ans. Le petit label qui l'a imprimé ne s'attendait pas à grand-chose, mais le disque a décollé. 30 000 exemplaires vendus au Texas un peu plus de 2 mois. Chunk 2. Il a atteint la 3e place des classements locaux. Ce succès a attiré l'attention nationale et, peu de temps après, Dick Clark l'a invité à se produire dans American Bandstand. Le 15 février 1958, l'Amérique a vu Kenny Rogers pour la première fois à la télévision nationale, vêtu d'une veste bleu poudre, chantant de tout son cœur. La chanson n'a jamais dépassé la 51e place du classement national. Mais ce n'était pas grave. La caméra l'aimait. Mais avant la célébrité, avant les ballades country et les films, il y avait un jeune homme amoureux. Le 15 mai 1958, à peine 3 mois après la sortie de That Crazy Feeling, Kenny, âgé de 19 ans, a épousé Janice Gordon dans un paisible palais de justice de Houston. Elle avait 18 ans et était déjà enceinte de 3 mois. Kenny n'avait pas grand-chose. Il a emprunté 75 $ pour la licence et a porté son seul costume à la cérémonie avant de se rendre à son travail au Carpet Warehouse. Le 15 septembre, leur fille, Carol Lynn, est née. La valeur nette totale de Kenny à l'époque était une trompette gagée et une Oldsmobile déglinguée. Il disait que cela valait plus que le mariage, mais il était déterminé. Il a tracé des concerts dans des clubs sur des boutards de papier et a casé des prestations à 15 $ entre les changements de couches et les quarts de travail à l'usine. C'était désordonné et épuisant, mais cela montrait à quel point il était prêt à se battre pour sa famille et son rêve. Tout le monde ne croyait pas lui. Les parents de Janice pensaient qu'il entraînait leur fille vers le bas. Dans ses mémoires de 2012, Kenny a déclaré qu'ils étaient convaincus qu'il avait ruiné sa vie. Sa mère encerclait les offres d'emploi au petit déjeuner et les donnait à Kenny pendant qu'il griffonnait des notes de guitare. Ce Noël 1958,
Ils n'ont offert qu'un seul cadeau au couple, une photo encadrée du groupe de Kenny. Mais ses parents ne voulaient même pas l'accrocher au mur. Ils ont dit que s'ils ne pouvaient pas promettre un chèque de paie régulier dans l'année, ils devaient laisser Janice rentrer à la maison. Kenny a essayé de sourire, mais chaque dîner de famille ressemblait à un entretien qu'il ne pouvait pas réussir. Cela l'a usé et a usé le mariage. Octobre 1959, tout s'est effondré. Leur fille avait 6 mois. Un soir, lors d'une dispute, Kenny est sorti pour se calmer. Quand il est revenu, Janice et sa mère étaient partis. Chaque couverture, chaque jouet emballé et emporté. Elles ont demandé le divorce. Chunk, 3. Et avril 1960, c'était fini. À peine 636 jours après leur mariage, le mariage a pris fin. Kenny était déjà tourné avec le Bobby Doyle Trio à cette époque, jouant 6 soirs par semaine, gagnant 55 $ par concert et dépensant la plupart de son argent dans des chambres de motel. Des années plus tard, il a déclaré à Fox News « La musique est devenue ma maîtresse et la maîtresse a gagné ». 1961, Janice s'est remariée. Son nouveau mari avait un emploi régulier et un foyer stable à Dallas. Kenny non. Il courait toujours après les scènes et vivait sur la route. Il a donc fait un choix difficile. Il a accepté par écrit de ne voir sa fille qu'une fois par semaine pendant 2 heures. « Je serai son père », a-t-il dit, mais il serait son papa. Il a essayé de faire sorte que cela fonctionne, mais à la fin de l'année, son emploi du temps lui avait déjà fait manquer 42 des 52 visites. Il s'est complètement retiré. Cela lui a brisé le cœur, mais il pensait que c'était la seule chose juste à faire. 1980, Kenny Rogers remplissait des salles de concert dans le monde entier. Les gens chantaient Cœur, The Gambler et Lady. Mais il y avait une note qui ne l'a jamais quitté. Il n'avait pas vu sa fille depuis 15 ans. Il a essayé de réparer cela. Il l'a emmenée avec Janice à Hawaï, espérant une réunion. Mais la semaine s'est terminée dans le silence et les regards maladroits. Cela n'a pas fonctionné. 2012, il a dit la vérité à voix haute. « J'ai choisi la carrière plutôt que mon premier enfant, et c'est une dette que je ne peux pas rembourser. » 3 ans plus tard, lors de sa dernière tournée, il s'est tenu devant 12 000 personnes à Atlanta et s'est arrêté plein milieu d'une chanson. Il a dit que le succès avait pris des choses que l'argent ne pouvait pas remplacer, des choses comme apprendre à sa fille à faire du vélo. Et à ce moment-là, tout le monde a compris ce qu'il voulait vraiment dire quand il chantait des joueurs et des chances. Cependant, Kenny Rogers n'est pas devenu célèbre tant que joueur barbu dont tout le monde se souvient. Lorsqu'il s'est présenté à une répétition à Los Angeles le 3 mai 1966, il n'avait que 27 ans, portait une contrebasse et venait de petits concerts de jazz. Ce jour-là, il a rejoint les New Christy Minstrels, un groupe folklorique bien connu de 30 membres. Ils avaient déjà remporté un Grammy Award et vendu plus de 5 millions de disques. Chunk 4, Kenny gagnait 50 $ par nuit jouant dans des clubs de Houston. Mais maintenant, il entrait dans un monde d'émissions de télévision nationale, attirant 20 millions de téléspectateurs. Avec les projecteurs, des règles sont apparues. Il devait se raser la barbe et porter un blazer vert avec le nom du groupe cousu dessus. Ce n'était pas tape à l'œil, mais cela a fonctionné. Les ventes de leurs albums ont bondi de 12 % et leur album de Noël de 1966 a atteint la 73e place du Billboard 200, leur meilleur début. 2 ans. Moins d'1 an plus tard, mars 1967, Kenny et 4 autres ménestrels avaient assez. Ils étaient fatigués qu'on leur dise quoi chanter et de ne jamais voir l'argent. Le 10 avril, ils ont démissionné ensemble et ont trouvé un studio bon marché à Hollywood pour 28 $ la nuit. Ils se sont appelés The First Edition. Kenny a changé de look. Il s'est laissé pousser les cheveux, s'est percé l'oreille et a investi toutes dans ses économies. Environ 8 000 $ dans de nouveaux équipements. 6 semaines, Reprise Records les a signés. Ce n'était pas une grosse affaire financièrement. Ils n'ont obtenu que 15 000 $. Mais ce qui importait, c'était la liberté. Seulement 36 heures
Ils ont enregistré 8 chansons, plus qu'ils n'avaient été autorisés à faire une année entière avec les Ménestrels. Le 10 octobre 1967, ils ont enregistré un morceau sauvage et flou appelé Just Dropped In. Glenn Campbell a discrètement joué l'intro. Quand il est passé à la radio, janvier 1968, il a explosé. Le 17 février, il a atteint la 5e place du Billboard Hot 100. Les paroles ressemblaient à un rêve planant, mais elles mettaient fait garde contre le LSD. La chanson s'est tout de même vendue à près de 2 millions d'exemplaires seulement 4 mois. Les soldes cessent ça. Au Vietnam, l'ont passée sur des jukebox et elle a même permis au groupe de participer à la Smothers Brothers Comedy Hour. Les censeurs ont mis sourdine le mot psychédélique, mais ce n'était pas grave. Kenny était arrivé. Mais 1969, les promoteurs annonçaient déjà des concerts utilisant uniquement le nom de Kenny. La maison de disques s'est penchée sur la question. Leur 4e album est sorti sous le nom de Kenny Rogers and the First Edition. Ce léger changement a fait beaucoup de bien. La part de Kenny dans l'écriture des chansons a doublé pour atteindre 50%, et sa rémunération pour les spectacles directs a bondi à 2500 $. Chunk. 5. Cela a réglé certaines disputes coulisses sur qui obtenait les projecteurs, bien que cela ait également laissé entendre qu'il pourrait un jour faire cavalier seul. Ironiquement, le premier tube sous le nouveau nom n'a même pas été chanté par Kenny. Ruby, Don't Take Your Love to Town mettait vedette le guitariste Terry Williams au chant. Pourtant, elle a atteint la 6e place et s'est vendue à 2 millions d'exemplaires. Le changement d'image a fonctionné, peu importe qui chantait. 1971, au lieu de courir après les apparitions dans les talk-shows comme les autres groupes, The First Edition a obtenu sa propre émission dans un studio de Toronto, où ils ont construit un faux décor de bateau à Aube du Mississippi. L'émission s'appelait Rolling on the River et a débuté le 18 septembre 1971. Elle a été diffusée sur 163 stations, plus que jamais l'émission Ed Sullivan. Chaque samedi soir, Kenny accueillait des invités comme B.B. King et Cheech et Chong, puis jouait avec eux sous les cheminées à vapeur. Lors de sa première saison, l'émission a attiré moyenne 7,2 millions de téléspectateurs, dépassant même The Partridge Family dans certaines villes. 1972, ils ont dû réduire l'émission à 30 minutes, mais elle mettait toujours vedette 48 artistes et utilisait plus d'une tonne de glace sèche. L'émission s'est terminée 1973. Kenny pensait déjà à faire cavalier seul, mais il avait fait quelque chose de rare. Il a eu un succès rock psychédélique et une émission de variété télévisée avant son 35e anniversaire. Maintenant, sur le plan personnel, le deuxième mariage de Kenny n'a pas duré longtemps. Le 3 octobre 1960, il a épousé Jen dans une église de Houston. Ils étaient sortis avant l'heure du déjeuner, mais le soir même, les choses n'allaient déjà plus. Kenny a dit plus tard qu'ils avaient tous les deux réalisé dans les 48 heures que c'était une erreur. Ils sont restés ensemble parce qu'il était soudainement devenu célèbre. Et les managers pensaient qu'être marié le rendait plus commercialisable. Le spectacle devait continuer. Il s'est terminé discrètement le 24 avril 1963. Ils ne se sont pas disputés pour l'argent ou les maisons. La seule chose pour laquelle ils se sont battus était une minuscule télévision noir et blanc de 13 pouces de large. John l'a eue. L'été de cette année-là, Kenny vivait dans un motel bon marché à Los Angeles, écrivant des parties de basse pour des chansons comme Just Dropped In. Ce divorce rapide a donné le ton à tout ce qui a suivi. À peine 6 mois après la signature des papiers, il s'est remarié pour la 3e fois. Le 15 octobre 1963, il a épousé Margot Anderson, une mondaine texane de 23 ans. Elle était déjà enceinte et leur fils, Kenneth Ray Rogers Jr., est né le 24 mai 1964. Kenny était rarement présent. Chunk 6. Rien que 1964, il a passé 280 nuits sur la route pendant que Reuben James grimpait dans les classements. Des années plus tard, dans une interview 1978,
Kenny a déclaré qu'il n'avait vu son petit garçon que 9 jours pendant ses 6 premiers mois. Il envoyait des polaroïdes au lieu de câlins. Margot n'était pas contente. Elle a conservé tous les reçus de couches et les a envoyés à son comptable de tournée juste pour faire valoir un point. Un mois à elle seule lui a coûté plus de 400 $. Kenny a conservé ses reçus et les a mentionnés dans ses mémoires. Preuve d'une famille étirée jusqu'au point de rupture. 1965, The First Edition s'était séparée et Kenny faisait cavalier seul. Sa chanson Lucille commençait à décoller et cette année-là, il a donné 210 concerts. Margot a demandé le divorce avril. Elle a déclaré au tribunal que son absence constante causait un stress émotionnel extrême. Les documents officiels ont montré que Kenny n'avait été chez lui que 16 nuits au cours des 4 premiers mois de cette année. C'est une nuit à la maison pour 88 qu'il a passé sur scène. Le divorce a été prononcé le 15 juillet 1975. Margot a obtenu la maison, une Buick qui est 60 000 $ espèces. Cela peut sembler peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup. Puis vint Marianne Gordon. LEAI l'a rencontrée sur le plateau de Hi Ho, portant son sourire d'actrice et le genre de charme discret qui pouvait prendre Kenny Rogers au dépourvu. Le 1er octobre 1977, elle est devenue sa 4e épouse. Le timing était presque surréaliste, à peine 5 mois avant que The Gambler n'atteigne la première place et ne transforme Rogers une légende. Pour la première fois, les deux moitiés du mariage étaient des célébrités, mais leurs vies se sont rapidement séparées, différentes orbites. Elle tournait Look What's Happened to Rosemary's Baby pendant qu'il donnait plus de 100 concerts par an et construisait un domaine de rêve de 200 acres Géorgie avec un terrain de golf privé. Le 15 novembre 1978, Kenny a sorti un morceau de 3 minutes intitulé The Gambler. Il pensait qu'il pourrait bien marcher sur les ondes de la radio country, mais ce qui s'est passé ensuite était irréel. Il a atteint la première place du classement country, la 3e place du classement adulte contemporain et a même percé dans le top 20 du Billboard Hot 100. La chanson a conduit Kenny jusqu'à la 22e cérémonie annuelle des Grammy Awards et a remporté le prix de la meilleure performance vocale country masculine 1980. La sagesse de la chanson est concentrée seulement 271 mots. Et de tous ces mots, celui qui est répété le plus souvent est « non ». Mais ce n'est pas seulement le single qui a décollé. Chunk 7. Une semaine avant Thanksgiving, 1978, l'album The Gambler est sorti et il a frappé encore plus fort. Il s'est envolé à la première place du classement des albums country et a grimpé jusqu'à la 12e place du Billboard 200. Peu de disques country avaient fait ce bond. 1983, il s'était vendu à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 8 avril 1980, CBS a diffusé un téléfilm intitulé Kenny Rogers as The Gambler. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais le film s'est transformé en un énorme succès. Il a remporté un Eddie Award pour le montage, a été nominé aux Emmy Awards et a convaincu CBS de continuer. Les suites sont sorties 1983, 1987, 1951 et 1994. Chacune a repris là où la précédente s'était arrêtée, transformant cette courte chanson de 3 minutes une saga western de 9 heures. 1994, elle était devenue une franchise télévisée à part entière. Et cela a fonctionné. L'une des suites est même devenue le western le plus regardé de la saison avec Rogers aux côtés de Bruce Box Leitner. Et puis, vint Dolly. Le 19 août 1983, Kenny et Dolly ont sorti Islands in the Stream, écrit par les Bee Gees. 7 semaines plus tard, il a atteint la première place du Billboard Hot 100, détrônant Total Eclipse of the Heart. Dans le même temps, il a dominé les charts country et adultes contemporains, faisant d'eux le premier duo country à occuper les 3 places depuis Glen Campbell, 1968. Le single a progressé rapidement,
avec plus de 4000 passages radio dès sa première semaine. Et à Noël, il s'était vendu à 2 millions d'exemplaires. 2023, la RIAA a mis à jour ses chiffres. Islands in the Stream est désormais triple platine, avec plus de 3 millions d'unités certifiées vendues. Mais malgré toute leur célébrité, Kenny et Dolly n'ont officiellement enregistré que 5 duos 30 ans. Seulement 5. Islands in the Stream est sorti premier, 1943, suivi de Love is Strange, Real Love, Christmas Without You. Et enfin, You Can Make Old Friends 2013 et ça 2013. Cette dernière serait leur adieu. Mais ce qui leur manquait quantité, ils l'ont compensé impact. 3 des 5 ont atteint la première place du classement country. L'un est devenu un phénomène pop. Un autre a obtenu une nomination aux Grammy Awards 2014. Kenny aimait dire que leurs statistiques étaient meilleures que celles de la légende du baseball Ted Williams. Il n'avait pas tort. Chunk 8. Les fans ont toujours voulu voir une romance entre eux, mais ce n'était jamais le but. Dolly a un jour qualifié Kenny d'être le seul homme que j'ai jamais vu qui rende les cheveux blancs, sexy, mais coulisses. Ils agissaient davantage comme des frères et sœurs. Il était comme un grand frère pour moi, a-t-elle déclaré 2014. Kenny l'a dit à T aussi. Ils ont flirté pendant des décennies, mais ont délibérément gardé les choses platoniques. Il y avait même des blagues tournées. Les gérants des salles de concert pariaient sur la ville dont la foule finirait par les voir s'embrasser. Cela ne s'est jamais produit. Cette retenue est devenue partie intégrante de la magie. Puis vint la chanson qui a tout changé. You Can't Make Old Friends. Le 2 juillet 2013, ils se sont réunis à Nashville pour l'enregistrer. Rogers avait 74 ans. Lorsqu'ils ont chanté la phrase « Que vais-je faire quand tu seras parti ?» le studio s'est tu. L'ingénieur du son se souvient que les gens essuyaient leurs larmes avant même la fin du premier couplet. Rogers lui-même a dû arrêter l'enregistrement plus d'une fois pour se ressaisir. La chanson n'a atteint que la 57e place des charts, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Son clip a atteint 1 million de vues 10 jours. Étonnant pour un couple dont le fan moyen avait déjà plus de 50 ans. Parfois, ce ne sont pas les chiffres des charts qui comptent, mais la vérité. Puis, il y a eu son 5e mariage. Tout a commencé 1992, dans un paisible restaurant italien d'Atlanta. Kenny Rogers avait un rendez-vous à l'aveugle, mais il ne pouvait pas s'empêcher de regarder la serveuse de 26 ans de l'autre côté de la pièce. Elle s'appelait Wanda Miller. Il n'a pas prêté attention à la femme avec laquelle il était censé être. Il s'est contenté de regarder Wanda. Lorsque la soirée s'est terminée, il lui a laissé son numéro de téléphone, mais elle l'a jeté. Pourtant, quelque chose chez lui l'a rendue curieuse. Elle a fini par rappeler. Cet appel téléphonique s'est transformé 5 années d'apprentissage mutuel. John, Chunk. 9. Les parents de Wanda n'ont pas été faciles à convaincre, d'autant plus qu'ils étaient faits 2 ans plus jeunes que Kenny, mais il a lentement gagné leur confiance. Le 1er juin 1997, Kenny et Wanda se sont mariés dans son immense ranch de Mille Lacs à Athènes. Il avait alors 59 ans et il a fait une promesse. Plus de 200 spectacles par an. Il a réduit le nombre de représentations à moins de 550 par an, juste pour faire de la place à quelque chose de nouveau dans sa vie. Ce quelque chose est arrivé 2004. Le 6 juillet, à l'âge de 65 ans, Kenny Rogers est redevenu père. Wanda, qui avait 34 ans de moins que lui, a donné naissance à des jumeaux. Justin Charles est né avec un poids de 6,10 os et Jordan Edward pesait 5,8. C'est arrivé à Atlanta et pour Kenny, tout a changé du jour au lendemain. Il avait déjà 3 enfants adultes, mais le fait d'avoir des jumeaux nouveau-nés à son âge lui a fait tout repenser. Il a cessé de courir après les tournées. Les samedis n'étaient plus réservés aux arénas ou aux interviews. Ils étaient maintenant Super Saturday. Petit déjeuner chez McDonald's, courses de lavage de voitures loufoques, des heures chez Chuck E. Cheese et des jeux de jardin sans fin. Il a même construit un vrai train miniature juste pour eux.
Il voulait que les garçons sachent qu'avec lui, la famille passait premier. Ses amis se moquaient de lui, disant que le joueur avait troqué les cartes contre Peekaboo. Mais Kenny ne plaisantait pas quand il disait que le temps passait vite. Il voulait emballer 20 ans de souvenirs 10. Et 2025, lorsque les jumeaux ont eu 21 ans, ils ont gardé Super Saturday vivant dans sa mémoire. Ils étaient rangs, plus de 6 pieds, barbus comme leur père, et honoraient toujours l'enfance qu'il leur avait donnée. Mai 2019, le monde s'est inquiété. Kenny a été transporté d'urgence dans un hôpital de Géorgie pour ce que son équipe a appelé une grave déshydratation. Il avait 80 ans, mais les médias se sont déchaînés. Des rumeurs ont couru selon lesquelles il était mourant, qu'il avait appelé Dolly Parton pour lui dire au revoir, que les soins palliatifs étaient déjà mis place. Son porte-parole a qualifié tout cela de désinformation folle, tout admettant que Kenny resterait à l'hôpital pendant un certain temps pour se rétablir. Ce que personne ne savait alors, c'est la quantité de douleur qu'il cachait. L'arthrite lui tordait les genoux. Une opération du dos datant d'il y a des années lui posait encore des problèmes. Chunk, 10. Son cholestérol était un combat depuis des décennies. 2014, il avait subi une intervention chirurgicale pour une affection dangereuse de ses intestins. Maintenant, les médecins craignaient que ce ne soit de retour. Ils l'ont gardé sous étroite surveillance pendant 2 semaines. À l'extérieur de l'hôpital, des fans se sont rassemblés avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Reste avec nous, Kenny ». Il a même envoyé une vidéo souriant et disant « Déshydraté? Oui, je retiens mes cartes, pas aujourd'hui. » Mais des personnes proches de lui ont admis discrètement que c'était la plus grave alerte sanitaire depuis son intervention cardiaque 2011. Un an plus tôt, avril 2018, il avait choqué ses fans annulant les 8 derniers spectacles de sa tournée d'adieu. Elle avait été baptisée The Gambler's Last Deal et il l'avait emmenée dans le monde entier, 200 spectacles sur 5 continents. Mais à 79 ans, son corps ne suivait plus. Il a eu une crise de vertige sur scène et, après cela, les médecins lui ont dit d'arrêter. Il a écouté. Il ne voulait pas sortir et devoir s'excuser. Des spectacles dans des endroits comme la Caroline du Nord et Londres ont été annulés du jour au lendemain. Le Stagecoach Festival a dû effacer son nom de ses affiches. Il n'a même pas pu chanter une dernière chanson avec Dolly Parton comme il l'avait espéré. C'était la première fois 6 décennies qu'il ne terminait pas une tournée. Son nombre final de concerts, 53 représentations. Il avait gardé une trace de chacun d'eux dans un cahier cuir depuis 1957. Puis, une semaine après sa mort, le monde a entendu une chanson qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'appelait Goodbye. Elle avait été écrite des années plus tôt par Lionel Richie et enregistrée discrètement 2009. Elle n'est jamais sortie, attendant juste jusqu'au 27 mars 2020. Une simple guitare. La voix de Kenny sonne plus douce, un peu plus tremblante. Les premiers mots qu'il a chantés étaient « plus de baisers, plus de je t'aime ». On aurait dit une dernière lettre. Le refrain murmurait « Il y a la paix là où tu es, peut-être tout ce que j'ai besoin de savoir ». Chunk. 11. Lionel a plus tard partagé qu'il l'avait écrit 1941 après avoir regardé Kenny prier coulisses. Il a toujours su que la chanson trouverait son moment, et c'est ce qui s'est passé. Seulement 2 jours, Goodbye a été joué 2,3 millions de fois sur Spotify, plus que n'importe quelle chanson de Kenny une seule semaine. Les critiques ont dit que c'était sa version de My Way, l'adieu parfait, sans savoir. Ça, à 22h25 le 20 mars 2020. Kenny Rogers est décédé. Il avait 81 ans et était chez lui à Sandy Springs, Géorgie. Wanda était là, tout comme les jumeaux, ses 3 enfants aînés aussi, une infirmière. A plus tard dit que ses derniers mots étaient pour son petit-fils Kyle lors d'un appel FaceTime. Il lui a dit « Sois gentil, restez ensemble ». Raison de CO19, il ne pouvait pas y avoir de grandes funérailles sur le public. Mais des endroits à travers le pays ont éteint leur lumière pour lui.
Le Grand Ole Opry s'est assombri. L'Astrodome à Houston aussi. Même Las Vegas a affiché les paroles de Lady à travers son ciel de néon. Le 25 mars, il y a eu un petit service privé. Ses cendres ont été placées dans une urne cèdre qu'il avait sculptée lui-même. Il y avait un joker d'un côté et une pile de jetons de poker de l'autre. Wanda a dit qu'il ne voulait pas de tombe. Il voulait juste que Islands in the Stream soit joué assez fort pour que le paradis puisse l'entendre. Au final, il avait vendu 120 millions de disques, remporté 3 Grammy et laissé derrière lui 5 enfants. Le plus jeune avait 16 ans. Le plus âgé avait 66 ans. Le joueur avait enfin fini de jouer, mais sa musique et ses Super Samedi ne se sont jamais arrêtés. 2013, lorsque Kenny avait 75 ans, il a enfin reçu l'appel qu'il attendait depuis des décennies. Le Country Music Hall of Fame l'intronisait. C'est arrivé le 27 octobre à Nashville. Garth Brooks et Barry Gibb se tenaient à ses côtés. Tout le monde pensait que cela avait pris trop de temps. John Hank, 12. Il avait déjà un album de diamant, 3 Grammy, et avait été honoré au Kennedy Center. Pourquoi le Hall a-t-il attendu l'année 55 de sa carrière? Kenny a plaisanté disant que cela lui avait donné le temps d'amener ses jumeaux, qui avaient alors 8 ans. Il s'est ému lorsqu'ils ont touché la plaque de bronze portant son nom. Cette nuit-là a également marqué quelque chose d'inhabituel. Kenny était maintenant le seul artiste jamais intronisé à la fois au Country Music Hall of Fame et au Gaming Hall of Fame, grâce à son spectacle Las Vegas Gambler. Très peu de personnes dans le hall avaient jamais atteint la première place des charts pop, mais Kenny l'avait fait 2 fois. Une fois avec Lady et une fois avec Islands in the Stream. Il était allé bien au-delà de la country. Il ne pouvait plus l'ignorer. Au cours de 46 ans, Kenny est devenu père 5 fois, chaque enfant vivant un type de vie complètement différent. Sa première fille, Carol Lynn, est née 1958. Elle a été élevée tranquillement sous le nom d'un autre homme après que Kenny ait abandonné la garde alors qu'il était adolescent. Elle est devenue professeure de psychologie Géorgie. Elle n'a jamais donné qu'une seule interview. Kenny Rogers Jr. et ça s'est venu ensuite 1964. Il a essayé de jouer, est apparu dans des séries comme MacGyver et a plus tard créé une société de production de films à vocation religieuse. 1941, Christopher est né. Il ne voulait rien avoir à faire avec le show business. Au lieu de cela, il répare de vieilles remorques Airstream dans le Tennessee. Puis sont venus les jumeaux 2004, lors de leur remise de diplôme de fin d'études secondaires. 2023, les 2 garçons portaient des robes violettes. Justin voulait étudier l'ingénierie audio. Jordan rêvait d'être biologiste marin, disant qu'il voulait protéger les océans sur lesquels son père avait navigué lors de ses tournées. Kenny avait dit un jour qu'il ne forcerait jamais ses enfants à se faire connaître. Il le pensait. Ils ont tous suivi leur propre chemin.